des transactions où on peut acheter, où on peut vendre ces monnaies crypto ou ces monnaies cryptées, ces endroits sont appelés les exchanges. Donc, les exchanges, c'est une plateforme spécialement conçue pour permettre aux acheteurs et aux vendeurs de se retrouver et réaliser des opérations d'échange. Donc, les monnaies numériques sont échangées les unes contre les autres, ou les crypto-monnaies sont échangées contre les fiats. Et nous pouvons donner comme exemple d'exchange Binance, qui est la meilleure plateforme de crypto jusqu'à ce jour, offrant beaucoup de services en termes de volume, de sécurité et de la facilité d'accès. Maintenant que les trois notions sont bien comprises, notamment la blockchain, les crypto-monnaies et les exchanges, je ne sais pas si vous avez des questions, je les prends rapidement et puis on avance. Oui, Young Boy, vous avez levé la main. Ouvrez le micro. Par rapport au niveau de la sécurité et du fait qu'on ne peut pas annuler une transaction faite par la blockchain. Oui. Puisque dans le cas, par exemple, des exchanges que nous utilisons, par exemple, moi qui utilise KuCoin, Oui. des fois, quand tu fais une transaction, on te demande si c'est vraiment toi qui as fait la transaction. Si ce n'est pas le cas, de vite signaler au service pour pouvoir annuler cette transaction. Donc, le fait que vous avez dit que, bon, on ne peut pas réinverser cette transaction qu'on vient de faire, ça m'a paru un peu bizarre. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous avons les cyberattaques et d'autres personnes qui peuvent avoir accès à ton compte. Donc, pour pouvoir s'assurer vraiment si c'est toi qui fais sortir les fonds de ton portefeuille, certains exchanges mettent à la disposition de leurs utilisateurs le fait de pouvoir annuler cette transaction-là si ce n'est pas réellement l'utilisateur qui le fait. Ok, je vais rapidement, c'est vrai que c'est technique, mais je vais essayer de répondre. Ici, il faut savoir que les échanges sont de deux types. Il y a les échanges centralisés, il y a les échanges décentralisés. Maintenant, toi qui as ton compte sur KuCoin, par exemple, tu n'es pas en train d'interagir directement avec la blockchain. Toi, tu es en train d'interagir dans le grand portefeuille de KuCoin qui est directement lié à la blockchain. Donc, toi, ton portefeuille n'est pas directement sur la blockchain, mais ton compte est dans le compte de KuCoin qui interagit avec la blockchain. Donc, c'est centralisé. Toi, tes opérations que tu réalises, l'administration de KuCoin voit tes transactions avant que ces transactions ne soient enregistrées dans la blockchain. Donc, il te demande pour une question de protection de ton argent, si réellement c'est toi qui as fait l'opération, pour qu'il puisse voir s'il faut annuler ou ne pas annuler. Donc, ta transaction, par exemple, toi, quand tu réalises une transaction, cette transaction est enregistrée dans le grand portefeuille de KuCoin. Donc, toi, tu n'interagis pas directement avec la blockchain. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau. Donc, c'est centralisé. Donc, il y a, voilà, au niveau des échanges, il y a ça. Mais quand tu travailles sur un échange décentralisé comme Trust Wallet, tu vas voir que là-bas, il n'y a pas cette possibilité parce que tu interagis directement avec la blockchain. Et dès que c'est enregistré, il n'y a pas possibilité d'annuler. Je pense que je vais prendre la question de Maria Okemba. Oui, ouvrez le micro. Maria. Bon, elle a annulé. Ah non, c'est une erreur. D'accord, ok. Ok, Yamboy, encore une question? Non, c'est bon pour le moment. Ok.
Super. Oui. Donc, je vais continuer la présentation. Au fur et à mesure, s'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre. Bonsoir, Lidoro, bonsoir. Oui, ok, oui. C'était une erreur de micro, j'avais oublié que j'avais pu réactiver. Donc, je disais, en fait, ma question est partie dans le même sens. Je me demandais à quel moment on parle de décentralisation, en fait. Parce que comme il y a plusieurs applications, Oui. comme il y a la blockchain, il y a Trust Wallet et tout ça, les portefeuilles, en fait, à quel moment c'est décentralisé et à quel moment c'est centralisé? Ok, ici, il faut savoir que à ce niveau, il y a, en fait, tout le système est décentralisé. Maintenant, dans cette décentralisation, il y a des sociétés qui se sont créées et ces sociétés ont mis en place des plateformes pour faciliter les échanges entre les différents détenteurs de ces monnaies cryptées. Donc, quand moi, par exemple, je mets en place une société d'échange, je vois quand même tout ce qui se passe sur ma plateforme. En ce moment-là, tout ce qui se fait sur ma plateforme, ce n'est plus décentralisé parce que je joue le rôle d'intermédiaire entre ceux qui utilisent ma plateforme et la blockchain en réalité. Donc, c'est un portefeuille que moi, j'ai créé sur la blockchain et à partir de ce portefeuille, il y a d'autres qui peuvent avoir des portefeuilles qui sont intégrés à mon grand portefeuille. Mais il y a aussi des applications qui sont totalement décentralisées, comme on parle de Trust Wallet et autres. Et là, c'est directement lié à la blockchain. Il n'y a pas possibilité de changer quoi que ce soit dès que la transaction elle est validée. Donc voilà ce que je peux dire là. Le secteur, il est assez vaste. On va donner les notions de base pour plus d'approfondissement. Vous allez prendre tout simplement attache avec les coordonnateurs et puis on va voir dans quelle mesure on pourra approfondir tout ça là. Maintenant, il faut dire que tout ce qui se passe sur la blockchain est décentralisé. Maintenant, il y a des business qui se sont développés autour de ça, d'où la naissance des échangeurs, des marchés sur lesquels les gens achètent et vendent leurs crypto-monnaies. Et à ce niveau, cette notion de décentralisation n'est pas vraiment respectée parce qu'il y a des administrateurs qui sont là. C'était ici en France, je suis sûr qu'on allait au moins te laisser faire tes examens et puis après peut-être ils allaient chercher à trouver une autre solution, quoi. Ah, enfin. Mais tu Maria, as à maman pas plus pour l'informer que tu n'as pas fait les examens et tout, parce qu'il manque de l'argent et tout ça. Oh, mais ils abusent, même les sessions aussi, je peux plus faire, juste parce que... Ok. Maria, fermez votre micro si vous n'avez plus de questions, s'il vous plaît. Ok, super. Donc, nous allons aborder les opportunités qu'on peut avoir dans cet écosystème de blockchain et des crypto-monnaies. La blockchain offre de nombreuses applications, notamment dans la finance et dans d'autres domaines traditionnels comme le droit, l'ingénierie, l'informatique. Voilà, nous pouvons les classer en deux grandes catégories. Nous allons voir les opportunités techniques et les opportunités financières. Maintenant, parlant des opportunités financières, ou bien des opportunités techniques, au rang des opportunités techniques, nous pouvons retenir des postes d'activité comme les ingénieurs blockchain. Qu'est-ce qu'un ingénieur blockchain peut apporter à l'écosystème? Un ingénieur blockchain a pour principal rôle de gérer la création et le déploiement de toutes les solutions blockchain selon les besoins du marché. Donc lui, il est un peu l'architecte. Il met au point le protocole informatique, la vitesse de circulation des pièces, leur taille, leur poids, tout ce qui va avec l'informatique. Il est là, c'est lui qui gère tout ça là et il met au point le protocole. Et une fois que le protocole est implémenté, les développeurs assurent le développement des applications décentralisées pour mettre en avant une automatisation de la gestion des contrats en chaîne de blocs. En ce moment, eux, ils sont là pour développer les applications comme aujourd'hui, on peut avoir des contrats intelligents qui exécutent automatiquement les contrats lorsque les termes sont réunis ou bien lorsque les conditions sont réunies pour que ce contrat soit exécuté. Maintenant, en dehors de ces deux, nous pouvons parler des designers.
Ils sont chargés de créer une interface utilisateur pour les plateformes de blockchain. Aujourd'hui, il faut quand même être dans l'écosystème pour voir les besoins que ces plateformes de blockchain en ont. Les graphistes, voilà, ici on s'intéresse à eux parce que lorsqu'on lance la création d'un site web, il faut des graphistes pour donner un look, pour donner un design à l'interface. Donc le besoin, il est là, pas plus que quelques jours. Par exemple, au niveau de Binance, ils avaient besoin des graphistes pour pouvoir, voilà, travailler sur leur image. On peut avoir aussi le métier de marketing. À ce niveau, les sociétés exerçant dans la blockchain ont vraiment besoin de faire des campagnes en fonction de l'audience ciblée. Je pense que ici, Herman comprend un peu, parce que quand tu fais une publicité, des fois, il faut cibler certaines catégories de personnes ou bien certaines zones géographiques. Donc, ici, le réseautage ou le marketing est très demandé dans l'écosystème de la blockchain. Donc, les vrais marketeurs, les vrais réseauteurs, ils peuvent aussi trouver leur job dans ces sociétés pour pouvoir donner de la lumière sur ces sociétés qui exercent clairement dans la blockchain. Maintenant, au rang, je ne sais pas, bon, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, je les prends au niveau des opportunités techniques. Si quelqu'un a une question, il lève la main, il pose la question et je vais essayer de lui répondre. Oui, Dorian. Oui, j'aimerais savoir si les opportunités de ces blockchains, les ingénieurs que vous avez cités là, il y a une école qui forme là-dessus ou bien ça se passe comment pour avoir cette qualification-là? Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont développées autour de l'écosystème. Les gens ont lancé clairement des universités pour permettre aux gens de devenir des consultants, des experts en blockchain, et puisque c'est un secteur qui a vraiment besoin de la sécurité. Donc, il y a des écoles où vous allez vous inscrire, vous allez vous former et vous allez avoir ces qualifications pour vous permettre d'exercer clairement dans une entreprise travaillant sur la blockchain ou vous-même travaillez à votre propre compte. Parce que chez nous ici, c'est ce qui manque clairement, ces applications qui sont liées à la blockchain pour permettre d'automatiser certains trucs. Je prends l'exemple de, je ne sais pas si dans d'autres pays, ça existe, par exemple chez nous au Togo, pour chercher une chambre à louer ou bien pour tu veux ouvrir une boutique, il n'y a pas de plateforme vraiment développée qui te permettent d'aller et de mettre les caractéristiques de la boutique que tu veux et avoir des propositions. Tu es obligé de passer par des intermédiaires qu'on appelle souvent chez nous des démarcheurs. Et souvent, avant de trouver ce que tu cherches, tu vas perdre énormément d'argent parce qu'à chaque visite, ils vont prendre l'argent. Donc, il y a des écoles de formation qui amènent vraiment les gens à avoir ces qualifications. Je ne sais pas si vous avez eu satisfaction. Oui, et ces écoles-là, elles existent vraiment en Afrique? Pour le moment, non. Parce que pour le moment en Afrique, il n'y en a pas. En Afrique, il n'y en a pas. Parce que c'est des systèmes qui demandent beaucoup d'investissement. Et pour le moment en Afrique, il n'y en a pas. Mais il y a des formations qui sont en ligne. Étant en Afrique, tu peux suivre. Il y a des formations que tu peux suivre en ligne ou bien te déplacer dans les pays où ça se trouve pour pouvoir le faire. Parce que, à ma connaissance, en Afrique, il n'y en a pas encore. Mais je connais quand même des jeunes qui sont des développeurs web, qui sont des développeurs blockchain, qui essaient quand même de mettre en place leur connaissance. Donc, il y a un jeune Togolais qui travaille assez efficacement là-dessus. Bon, mais pour mettre en place une structure de ce genre, il faut vraiment beaucoup de moyens et ce n'est pas facile pour nous. Voilà. Je pense que la main levée, oui, Yamboy. Après, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Voilà. Oui, Yamboy, tu as levé la main. Ouvre ton micro. Par rapport à la question que
la jeune dame vient de poser. Et s'il y a des écoles ou des centres de formation dans lesquels on peut apprendre la blockchain, bon, comme référence, je peux la donner à l'IRA Technologie et Blockchain, qui est une école française qui fait des formations en ligne. Et bon, je viens de checker, les prix varient entre 1500 et 3000 $, si elle veut vraiment se former. Tu peux mettre le nom de l'école dans le chat. Ça peut aider ceux qui veulent. Ces genres de formations sont ça coûte, mais bon, ça coûte par rapport à chacun. Voilà. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres ajouts. Oui, Laboré, ouvrez votre micro. Laboré Agotiassi, ouvrez votre micro. Bonsoir à tous, bonsoir à Monsieur Aliou. Bon, premièrement, je ne voulais pas pour l'instant répondre à la question précédente, mais je voulais poser la question comment la blockchain peut être utilisée dans d'autres domaines tels que la finance, même le droit. Je voulais juste avoir un aperçu sur ces deux domaines-là. Allô? Allô? Vous m'attendez, j'espère. Ok, super. Donc, ici, une fois qu'on a compris clairement la notion de la... Oui. Bien, une fois qu'on a compris la notion de la blockchain, j'ai dit la crypto-monnaie est l'une des applications de la blockchain. Autrement dit, la blockchain a beaucoup d'applications. Et comme le dit monsieur Laboré, au niveau, le rôle premier ou l'un des rôles de la blockchain, c'est de jouer le rôle de registre. Puisque la blockchain est un registre distribué, c'est un registre infalsifiable. Vous allez voir que dans tous les domaines, une fois que les informations sont enregistrées dans ce domaine, c'est consultable par tout le monde et distribué à tous. Donc, dans tous les domaines, la blockchain peut être utilisée comme registre. Aujourd'hui, si je prends, par exemple, il peut y avoir des jugements sur des cas assez importants où, aujourd'hui, vous voulez avoir les documents concernant ces jugements-là, vous ne trouvez pas parce que, entre-temps, l'archivage ou bien la façon dont on archive les documents n'est pas assez efficace. Donc, la blockchain peut nous permettre clairement de résoudre ça. Et la blockchain aussi peut résoudre clairement les problèmes de corruption au niveau au niveau des sociétés de finances, parce que tout est tracé, toutes les transactions qui sont introduites ne sont pas falsifiées. Et ça permet aussi une meilleure traçabilité des transactions dans l'écosystème financier. Donc, c'est tout un ensemble, c'est tout un package vraiment à apprendre et à essayer de comprendre. Donc, dans tous les cas, la blockchain jouant le rôle de registre distribué, consultable par tout le monde, on peut l'utiliser dans pratiquement tous les domaines. Et la blockchain, comme moi j'ai l'habitude de le dire, la crypto-monnaie n'est que l'une des applications. Et on peut dire aisément qu'on n'a pas encore exploité le vrai potentiel de la blockchain parce que aujourd'hui, on l'utilise clairement juste pour la crypto. Voilà. Monsieur Mario Bartier, vous avez levé la main. Ouvrez votre micro. Oui, bonsoir tout le monde. Oui. Merci beaucoup pour le test et puis tout ça. Moi, je voulais juste poser une question par rapport à la blockchain. Oui. Donc, ça veut dire que si vraiment elle est intraçable, tout ça, ça veut dire que lorsque je fais une transaction à une personne, oui, qui je peux connaître après des années le temps à l'heure tout où j'ai fait cette transaction. Oui, bien sûr, parce que tout est tracé, rien n'est supprimé. Donc, une fois que cette transaction que tu as effectuée est enregistrée dans une blockchain,
c'est fini. Pour des siècles et des siècles, tu verras toujours les traces de ces transactions. Une fois que tu as le hash ou encore ce lien qui résume en quelque sorte la transaction que vous avez effectuée. Ok, merci beaucoup, formateur. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de l'action de blockchain, surtout dans la santé, un exemple palpable qui va nous aider? Ok, merci beaucoup. Côté santé, je pourrais prendre juste un exemple. Si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Au niveau de la santé, vous voyez aujourd'hui, quand vous arrivez dans les hôpitaux, surtout au niveau des urgences, vous allez voir qu'il y a quand même des malades ou bien des accidentés, si je prends ce cas précis, qui sont là dont la prise en charge traîne. Parce que à un moment donné, on n'a aucune information sur leur dossier médical. Donc, avec la blockchain, si l'hôpital ou bien l'hôpital accepte d'adopter la blockchain comme registre distribué, vous allez voir que chaque fois qu'un enfant vient au monde, on crée son dossier médical c'est-à-dire que sur la blockchain. C'est-à-dire que concernant l'hôpital où l'enfant est né. Et chaque fois que l'enfant vient à l'hôpital, ou bien l'enfant fait une maladie, l'enfant vient pour se soigner, il y a quoi? Il y a cette mise à jour qui est là. Et si un jour cet enfant grandissant ou malheureusement a un accident, lorsqu'on l'amène à l'hôpital, je pense qu'on n'a pas besoin de savoir quel était son antécédent, tout ça là, puisque son registre est déjà là. Il suffit d'avoir peut-être son empreinte digitale ou bien voilà, quelque chose comme ça pour avoir accès à son dossier médical. Là, on ne peut plus dire qu'on va attendre sa famille, son père, sa mère pour venir nous dire quelles sont les opérations précédentes que l'enfant avait subi, tout ça là. Donc ça permet une meilleure prise en charge de ça. Et puis, ça permet aussi de mieux contrôler son état de santé. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une maladie et tu veux voyager, tu oublies un document, par exemple à Lomé, quand tu arrives dans ton pays de destination, c'est fini, c'est très compliqué pour que tu puisses aller à l'hôpital là-bas et te soigner. Soit on va te demander, il faut envoyer ça. Alors qu'avec un QR code, tout simplement, on peut scanner et avoir accès à ton dossier médical et une meilleure prise en charge. Je pense que M. Laboré a encore levé la main. Ok, il n'y a plus la main levée. What? Donc, je vais continuer. Allô? Oui, Dorian. Allô? Oui. Allô? Oui, monsieur Aliou, comme vous avez... Bon, je laisse monsieur Kodjo parler d'abord. Oui. Bah, avant, j'avais pas terminé... Laboré, vous avez la parole. Oui, j'avais pas terminé ma question avant que vous avez... Ok, moi, l'idée concrète pour laquelle j'ai posé la question, c'est juste pour dire aux autres auditeurs que la blockchain n'intervient pas uniquement dans les domaines techniques comme les développeurs, etc. C'est pour cela que j'ai donné une question pour étendre les limites dans lesquelles la blockchain évolue. Donc, concrètement, la question ultime que je voulais poser, après avoir une idée concrète sur l'étendue ou bien ce que la blockchain peut apporter. Oui, j'ai reparti la présentation. J'ai reparti la présentation en deux parties. Il y a des opportunités techniques. D'accord. Oui. Donc, je vais vous laisser terminer la présentation d'abord. Je crois que M. Kodjo a un petit souci de connexion. Oui. Dorian, vous avez la parole. D'accord. Bon, vous avez pris un exemple concernant la santé, ce qui m'a un peu... Bon, pour me réveiller là, parce que c'est mon domaine, la santé. Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des ingénieurs, mais il y a des personnes qui peuvent concevoir la blockchain adaptée à une structure, il faut dire ça comme ça. Oui, bien sûr. Et là, est-ce que c'est ça, c'est un peu comme c'est différent d'une base de données où on enregistre que nous-mêmes nous pouvons enregistrer tous les contacts, toutes les caractéristiques d'un malade ou bien d'un client et que plus tard on peut s'en servir. Je sais pas. Quelle est la particularité de la blockchain? C'est pour dire que partout
où une personne peut se trouver. Même si la personne a oublié son carnet ou bien tous ses documents médicaux, on peut avoir tout l'historique de la maladie ou bien tous ses antécédents à travers la blockchain, c'est ça? Oui, exactement. Ça veut dire que si à l'hôpital, tout ce qu'on fait, que ce soit la consultation, que ce soit les prescriptions, on enregistre dans la blockchain, donc de manière à ce que même s'il oublie les carnets et tout, lorsqu'il est dans un hôpital, à travers seulement son nom, on peut avoir tout le dossier médical, c'est ça. Oh, ok, c'est intéressant. C'est intéressant, d'accord. Parce que s'il faut vraiment, si c'est vraiment ça la blockchain, là, il faut vraiment que les gens développent alors ça. Ça, c'est intéressant. Ce que moi je peux ajouter là-dessus, c'est exactement comment un registre que vous créez sur, par exemple, une plateforme quelconque. Sauf que les registres que nous créons pour suivre, par exemple, nos clients ou bien pour suivre les malades dans les hôpitaux actuellement, je pense que ces registres sont vulnérables. Vulnérables dans la mesure où quelqu'un peut avoir accès à ce document et modifier les informations. Est-ce que vous voyez? Alors que dans la blockchain, une fois que cette information est enregistrée, on ne peut plus falsifier. Et puis, la particularité, c'est que aujourd'hui, lorsque un registre comme ça est conçu, c'est que ce registre appartient uniquement à l'hôpital. Et les autres malades n'ont pas accès à ce registre. On est d'accord? Alors qu'avec la blockchain, une fois que c'est enregistré, vous allez voir que moi qui suis au Togo ici, je peux avoir accès au fichier médical ou bien à la blockchain liée à l'hôpital qui se trouve par exemple à Douala. Par exemple, puisque sur la blockchain, c'est distribué et tout le monde a accès. On ne cache absolument rien là-dessus. Maintenant, il y a plusieurs types de blockchain. On peut avoir des blockchains publiques et des blockchains privées. Et la différence se fait au niveau de quoi? La différence se fait au niveau de l'accès que les autres ont à l'information. Donc, une blockchain privée, vous comprenez que c'est un nombre restreint de personnes qui peuvent avoir accès aux informations. Et une blockchain publique, c'est que tout le monde peut avoir. Donc, aujourd'hui, en Afrique, ce que nous n'avons pas encore des ingénieurs, les développeurs d'applications dans différents secteurs pour permettre clairement, c'est-à-dire que l'exploitation du potentiel de la blockchain. C'est ce que je peux dire là-dessus, mais c'est pratiquement la même chose, sauf que au niveau de la falsification, c'est-à-dire que de la modification des informations, il y a possibilité qu'on modifie avec nos registres que nous avons actuellement, alors que sur la blockchain, une fois que c'est validé par les nœuds, c'est eurodaté et c'est ajouté à la chaîne précédente. Maintenant, pour modifier une information dans un bloc, c'est qu'on est obligé de modifier tous les blocs précédents avant que cette modification ne puisse avoir lieu. Or, c'est quelque chose qui est quasi impossible. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, Frédéric Johnson. Oui, ce n'est pas une question, mais juste une motion de procédure. Je proposerais que tous ceux qui ont des questions puissent les noter et à la fin de votre présentation, on entame de façon globale maintenant la série des questions-réponses. Ça va permettre peut-être à des questions qui se posent maintenant d'avoir leur réponse dans la suite de votre présentation. Merci. D'accord, super. Je pense que... Oui, c'est ça, merci beaucoup. Moi, si je l'ai écrit dans la partie chat, je pensais que vous l'aviez déjà lu. Merci, merci beaucoup. Ok, super. Donc, je vais continuer à un rythme. Je pense que dans 10 minutes, max, je peux finir. Et là, on va attaquer les questions. Quelques opportunités financières. Depuis quelques années, l'industrie financière est fortement impactée par l'arrivée de nombreux modèles financiers sur le marché. En tant qu'actif financier, la crypto-monnaie est soumise, elle aussi, à la loi de l'offre et de la demande, ce qui a permis la naissance de nouveaux profils d'entrepreneurs dans les branches ci-dessous. Donc, on va voir quelques branches dans lesquelles on peut entreprendre sur la blockchain. Nous avons le mining. Le minage, en réalité, consiste à la résolution d'un problème cryptographique nécessitant une puissance de calcul relativement importante qui vous permettra de toucher de nouvelles unités de la crypto-monnaie en question. Donc, il nécessite des installations importantes de matériel. Et aujourd'hui, je peux dire clairement qu'une machine de minage coûte en moyenne 5 000 €,
Donc, ce n'est pas un investissement qui est aussi rentable que ça. Et vu les conflits qu'il y a entre les entreprises de crypto ou de blockchain avec les associations environnementaux, vous allez voir que la plupart des blockchains qui voient jour ou la plupart des cryptos sont en train de laisser de côté le protocole de minage pour passer au protocole du staking, voilà, qui est moins énergivore et qui ne nécessite pas un grand investissement. Donc, il nécessite des installations importantes de matériel. Il existe exactement le cloud mining qui consiste à louer la puissance de calcul d'une structure déjà installée. Donc, à ce niveau, vous allez juste prendre un contrat intelligent et à partir de ce contrat intelligent, vous vous connectez au serveur de l'entreprise qui fait le minage. Et cette entreprise exploite la puissance de votre téléphone ou de votre ordinateur et vous verse des unités de la crypto-monnaie que vous êtes en train de miner. Après le mining, mais le minage en réalité, ce n'est pas une activité aisée. On ne peut pas vraiment gagner l'argent avec le minage parce que voilà, le travail il n'est pas si simple et l'investissement il est important. Maintenant, le trading. Le trading en réalité, c'est une opportunité qui permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies en vue de réaliser des plus-values sur les mouvements de prix. Je pense qu'il y avait suivi un talk du docteur ici qui nous parlait des bases du trading où il insistait sur le fait que le trading, c'est une activité clairement qui permet aujourd'hui aux gens de vivre avec cette activité. Puisque c'est une discipline, c'est tout un écosystème, c'est toute une école qu'il faut vraiment fréquenter pour comprendre comment ça se passe et comment on peut gagner l'argent entre le prix d'achat d'un actif et le prix de vente de cet actif. Et à quel moment il faut acheter un actif et à quel moment il faut le vendre. Et les différents types de trading qui existent dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, ça permet à quelqu'un qui a vraiment envie de comprendre ou d'apprendre clairement cette activité, de faire quoi? De se former et de faire cette activité en toute tranquillité. En dehors du trading, nous avons le holding. Le holding consiste à conserver des crypto-monnaies sur un long terme, sans les vendre. Donc, c'est une possibilité d'entrepreneuriat relativement aisée. Et à ce niveau, moi, personnellement, c'est une activité que je conseille parce que ça te permet de faire un investissement relax, avec des techniques bien conçues. Ça te permet d'acheter des crypto-monnaies de fort potentiel à des prix moins élevés, de les conserver sur une longue période et lorsque les prix vont exploser, tu pourras réaliser tes profits. Et là, comme le dit souvent, tout entrepreneur doit connaître cette formule, c'est d'investir l'argent que vous êtes prêt à perdre, même si ce n'est pas vraiment facile de perdre l'argent. Mais une fois que vous intégrez ça dans la tête, je pense que c'est mieux. Maintenant, entre le holding et l'opportunité qui suit, qui est le staking, on peut lier les deux, puisque le staking est un processus de verrouillage de crypto-monnaies dans le but de sécuriser une blockchain. Je disais précédemment que le minage est devenu problématique parce que les associations de lutte contre le réchauffement climatique et les entreprises de blockchain, il y a vraiment une guerre qui est déclarée. Et aujourd'hui, ces sociétés de blockchain sont en train de basculer vers le staking, qui est moins énergivore. En ce moment, ce sont les détenteurs des pièces sur une blockchain donnée qui sécurisent et qui valident les transactions qui ont lieu. Donc, ce sont les pièces, c'est la puissance des pièces qu'on va utiliser en ce moment-là. Donc, en échange de cette activité, l'investisseur concerné reçoit des récompenses sous forme de tokens ainsi qu'un pouvoir de gouvernance au sein de la communauté. Et le choix de validation d'un bloc dépend de la quantité de pièces que vous avez stackées et le nombre de jours de verrouillage. Maintenant, nous avons fini les opportunités financières. Donc, nous avons le mining, le holding, le trading et le staking. Donc, ce sont des termes à approfondir clairement et essayer de trouver son profil d'investisseur dans ce domaine de la crypto. Maintenant, quelle stratégie il faut adopter? En fonction de tout ce que nous avons vu, les deux types d'opportunités que nous avons vues, quelle stratégie vraiment il faut adopter? Le monde des crypto-monnaies est relativement jeune. La connaissance est donc importante avant toute entreprise.
Ainsi, tout débute par non seulement une passion de la technologie, mais aussi par une nécessité d'adaptation au monde qui vient vers nous. Parce qu'aujourd'hui, la blockchain et les crypto-monnaies, c'est un écosystème jeune qui est en train de chercher sa place dans le système financier. Donc, les choses sont en train de venir, les choses sont en train de se développer. On ne peut pas attendre que ça vienne nous trouver. Nous aussi, on doit faire un pas et rencontrer cet écosystème-là. Donc, pour entreprendre dans la branche technique, par exemple, de la blockchain, il faut tout d'abord définir ses objectifs. Tout à l'heure, on nous donnait le prix d'une formation qui est entre 1500 et 2000 €. Ce ne sont pas des formations qui sont gratuites. Donc, il faut d'abord avoir des objectifs, les confronter à la réalité des offres, puis établir un plan. Donc, c'est toute une stratégie qu'il faut vraiment établir. La blockchain étant un nouveau concept, elle rencontre des réticences quant à son adoption. Et aujourd'hui, nous voyons dans certains pays, les gouvernements essayent de faire quoi? De faire le pas vers la blockchain en acceptant. Je peux prendre l'exemple, par exemple, de la Centrafrique qui a, même si c'est encore flou ce qui se passe là, mais le président de la République a fait un pas vers ce écosystème en disant que effectivement nous allons créer une blockchain dans laquelle nous allons tokeniser nos ressources minières. C'est pas si facile que ça parce que l'écosystème politique ne rend pas facile ce truc. Donc en ce qui concerne la branche financière de la blockchain, c'est-à-dire les crypto-monnaies, il est important de définir son profil d'entrepreneur ou son profil d'investisseur, ce qui n'est pas possible, que grâce à la formation. Voilà, c'est pourquoi depuis 2019, nous, au cabinet Vision Globale du Numérique, nous avons mis en place toute une stratégie de formation, pratiquement beaucoup de niveaux de formation pour permettre aux gens de s'en sortir, de trouver un cadre dans lequel ils peuvent se former et avoir un suivi par nos équipes qui effectuent vraiment un travail assez exceptionnel. Que ce soit un mineur, un trader, un holder ou un sticker, le risque zéro n'existe pas et il faut se préparer à toutes les éventualités. Donc tout ça là, c'est une psychologie qu'il faut se construire pour avancer. Cette préparation nécessite un travail de fond sur la personnalité de l'entrepreneur. Donc on doit se connaître nous-mêmes et je pense qu'à la Startup Academy, il y a des formations qui nous permettent de se découvrir. Moi, j'ai énormément appris beaucoup de choses. Donc, sa gestion du risque et les émotions. Ici, on vient dans la notion du risque. Donc, au niveau dans le diapo précédent, j'ai dit le risque zéro n'existe pas. Tout ce qu'on fait, voilà, on prend forcément du risque. Donc, les crypto-monnaies attirent l'œil des geeks, c'est-à-dire les curieux, des investisseurs et des curieux du monde numérique. Car les variations de leur valeur laisse entrevoir des gains possiblement très importants. Et au début, il y a un leader qui nous parlait du halving, voilà, tout ça là en 2024 qui arrive. Si c'est bien une réalité, le Bitcoin et autres crypto-monnaies ne doivent pas cacher qu'il s'agit là d'un investissement à risque, parce que le risque est clairement réel de perdre son argent. L'important est donc de comprendre les risques liés aux cryptos pour pouvoir faire des transactions plus éclairées et donc plus rentables. Donc tout ceci, une fois qu'on est bien préparé, ça va de soi. Et le tout premier risque ou la base de toute la fragilité des crypto-monnaies, c'est la volatilité. C'est cette volatilité qui fait que les gens ont peur parce qu'on leur dit que le prix monte. Tu peux avoir 1000 $ aujourd'hui, demain tu te réveilles, ça devient 100 $. Tu peux avoir 500 $, le lendemain tu te réveilles, c'est 5000 $. Donc les gens ne comprennent pas clairement sur quoi c'est basé. Comment se fait-il que les prix varient aussi rapidement? Donc pour répondre à cette volatilité, il est toujours question, lorsqu'on fait des investissements financiers en crypto, de placer que l'argent que l'on peut se permettre de perdre. Il ne faut pas mettre l'argent des tontines, l'argent du loyer, l'argent de l'école des enfants dans la crypto-monnaie. On investit le maximum de son minimum. C'est une formule qui permet de mettre le minimum de ses économies dans la crypto. Une monnaie complètement libre. Et ça pose clairement un souci parce qu'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas une banque centrale à leur tête. Les gens ne savent pas si je perds l'argent aujourd'hui, vers qui m'adresser. Et cette situation incertaine amène les gens à être réticents.
Donc, une crypto-monnaie n'a pas de cours officiel, ni aucune valeur nominale. Une crypto-monnaie, une fois référencée auprès des plateformes d'échange que j'ai déjà expliqué plus tard, qui sont des marchés, comme Coinbase ou Binance, vaut généralement quelques centimes ou millièmes de centimes d'euros. Donc, les prix de listing sont généralement très faibles. S'il n'y a aucune régulation, il n'y a donc aussi aucune garantie légale. Ça, c'est une réalité. Et c'est maintenant, les différentes zones économiques sont en train de réfléchir pour voir quelle réglementation il faut mettre en place. Parce que, voilà, tout part dans tous les sens et les gens, la population est vraiment, ne sait pas clairement où mettre la tête. Comme le dit souvent le chef des formations au cabinet VGN, il y a arnaque dans la crypto-monnaie. C'est vraiment différent de la crypto-monnaie est une arnaque. Voilà, donc on doit clairement faire une différence. C'est vrai que l'écosystème est gangréné par des arnaqueurs, mais la technologie ou la crypto-monnaie en elle-même, ce n'est pas une arnaque, c'est une réalité que nous vivons. Donc, en cas d'arnaque, de dépréciation, de perte d'accès ou quoi que ce soit, les fonds sont perdus ou les fonds ont disparu totalement. Les arnaques, les vols, les shitcoins, les risques de sécurisation autour de la blockchain, ça aussi sont des notions qu'il faut vraiment prendre en compte avant de mettre pied. Tout ce qui génère de l'argent est sensible aux arnaques. Il y a toujours des profiteurs qui veulent utiliser la crédulité ou la méconnaissance d'un projet par d'autres personnes pour leur faire miroiter des gains importants. Les arnaques existent dans l'utilisation du Bitcoin. Parce que, voilà, entre pays, tu envoies l'argent quelque part, on ne t'envoie pas la crypto-monnaie, ou bien tu reçois l'argent, tu n'envoies pas la... Voilà, les gens perdent énormément d'argent dans ça. Au-delà de ça aussi, il y a aussi des sociétés qui naissent de partout, qui disent qu'on fait de la crypto-monnaie, or en réalité, ils ne font pas de la crypto-monnaie, qui prennent l'argent des pauvres populations et après, les sites sont carrément comment je vais dire ça, inaccessibles. Tu ne peux pas te connecter et on te dit que ton argent est perdu. Beaucoup de personnes ont perdu l'argent. C'est parce qu'il n'y a pas cette, ce goût d'aller apprendre davantage dans un domaine avant de se lancer. Donc, il s'agit souvent d'acheter des crypto-monnaies par des circuits un peu obscurs, loin des plateformes reconnues. Et quand tu travailles sur des plateformes reconnues comme Binance, comme KuCoin, comme la Token, ce genre de plateforme, il n'y a rien. On ne peut pas t'arnaquer. C'est lorsque tu veux acheter la crypto-monnaie en utilisant les réseaux obscurs. C'est dans ça là tu peux vraiment perdre de l'argent. Et j'aimerais préciser un peu là-dessus parce que donner son argent à une société qui te promet des pourcentages, c'est pas faire de la crypto. Même si la société te dit qu'elle fait de la crypto, tu n'es pas en train de faire de la crypto. La crypto, c'est un investissement qui est personnel, que tu peux gérer depuis ta maison. Depuis, tu es en train de faire ta cuisine, tu achètes la crypto, voilà, le prix monte, tu es en train de manger ton... Voilà, tu vends ta crypto-monnaie tranquillement. Tu n'as pas besoin de donner l'argent à une société quelconque qui te promet des pourcentages. Donc, un autre des grands risques liés à la crypto, c'est que les cryptos en ligne et les monnaies en ligne sur Internet, ce sont les shitcoins, les monnaies de merde. Vous m'excusez un peu le terme. Il faut comprendre qu'une personne habituée à travailler sur les blockchains peut monter une crypto-monnaie en moins d'une journée. Qu'est-ce que cela signifie? Il existe près de 25 000 crypto-monnaies différentes et que la très grande majorité de ces dernières n'ont ni intérêt, ni projet, ni valeur. Donc ça, il faut comprendre clairement que l'histoire du lancement de la crypto-monnaie est liée à la faillite du système financier de 2008. Donc, la crypto-monnaie est venue pour résoudre un problème. Et une crypto-monnaie qui est lancée, qui n'est pas liée à un problème réel, je pense que cette crypto-monnaie est appelée à disparaître forcément un jour. Donc, nous devons vraiment faire attention. Une question de market cap. Donc, les monnaies moins intéressantes sont appelées des shitcoins. Elles connaissent des hausses très rapides et des baisses tout aussi spectaculaires. Leur particularité est de ne reposer sur absolument aucun concept ni but. Elles n'existent que pour exister et ne finissent que par vous ruiner, puisque si vous en avez de grosses quantités, elles sont impossibles à vendre. Donc, à ce niveau,
il est important de comprendre que la valeur d'une crypto n'est pas tout. Il faut s'intéresser à sa capitalisation boursière qui représente la valeur totale de tous les jetons en circulation. Et il y a des index sur lesquels on peut aller avoir toutes ces informations-là tranquillement. Donc la crypto-monnaie n'est pas sans risque, mais le meilleur moyen de les éviter tient à deux actions. La première est d'y investir seulement la somme que l'on peut se permettre de perdre, car elles ne sont pas de l'argent destiné à la vie quotidienne. Donc tu ne peux pas mettre l'argent dans la crypto-monnaie, chaque jour tu enlèves dedans pour acheter, aller au marché, non. Ensuite, connaître les risques principaux permet tout simplement de mieux comprendre quelques cryptos sont sûrs. Dans la gestion des émotions, je pense qu'on va finir par cette partie. Les émotions, de la peur à la tristesse, peuvent altérer le jugement. Donc, la peur de rater une occasion, voilà, le syndrome qu'on appelle souvent le FOMO, par exemple, est une réaction courante, surtout chez les nouveaux investisseurs. Malheureusement, les placements effectués sous le coup de l'émotion peuvent entraîner des décalages avec le marché. Très souvent, c'est ce qui arrive. Tu es là, tu écoutes la radio. Aujourd'hui, le Bitcoin a atteint 50 000 $. Toi aussi, tu dis, ah, si je n'investis pas aujourd'hui, quand ça va atteindre 100 000 $, je vais perdre l'argent. Toi aussi, tu cours, tu prends l'argent, tu viens, tu mets, sans des bases solides. Cet argent-là, tu finis par perdre ça. Pour ce faire, assurez-vous de vous en tenir à vos principaux objectifs de placement. Il est déconseillé à ceux qui ont une faible tolérance au risque et une mentalité financière négative d'investir dans les crypto-monnaies. Et n'oubliez pas, faites toujours vos propres recherches. En conclusion, la blockchain et les crypto-monnaies offrent d'incroyables opportunités d'entreprise et de réorientation technique. Avec les crypto-monnaies, son application la plus connue jusqu'ici, comme c'est l'une des applications, il y a plusieurs applications, son application la plus connue jusqu'ici, elle permet aujourd'hui d'entreprendre avec de modestes moyens, puis lorsqu'on fait du temps, son allié, de réaliser de belles choses. Il est néanmoins primordial d'avoir une connaissance plus ou moins approfondie dans le secteur de la blockchain où on souhaite investir, et bien que le risque ne soit pas nul, cette approche permet de le réduire au maximum, surtout si l'on a les bonnes informations, les bonnes sources. Merci pour votre aimable attention. Maintenant, on a encore 35 minutes pile pour basculer sur les questions. Donc, je suis à votre écoute. Je vais arrêter le partage pour qu'on puisse prendre les questions et qu'on puisse les traiter. Si certains ont des ajouts à faire, ils peuvent le faire tranquillement, sans souci. Merci, j'ai fini la présentation. Oui, les questions, je vais prendre Stanislas Diamitonga. Vous ouvrez votre micro et vous posez votre question. Merci beaucoup pour la parole, la famille. Merci beaucoup, Monsieur Aliou Awad, pour cette présentation combien intéressante. Je dirais encore bénéfique vraiment pour nous. Je vais me présenter avant peut-être de pouvoir dire quelque chose. Je suis membre de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Je vous ai pris en cours. Je suis arrivé un tout petit peu en retard parce que moi j'ai retenu l'heure de 20 h. Alors que Côte d'Ivoire c'était programmé à 19 h, donc du coup je m'excuse pour ce retard, mais j'ai quand même eu à suivre en long et en large vos explications. Je suis un trader de la crypto-monnaie, ça va faire bientôt 3 ans. Ça va faire bientôt 3 ans. Ouais. Depuis le Congo-Kinshasa. Moi, j'ai eu la chance
dégoûter à ceux qui ont commencé. Ceux qui ont commencé, ça veut dire la peau blanche, vous allez m'excuser. Vous allez vraiment m'excuser de les dire, parce que c'est eux qui ont créé leurs choses et nous sommes venus dedans. Donc, c'est un Chinois qui m'a initié à la crypto-monnaie. Du coup, les explications que vous êtes en train de donner ici sont très, très capitales. Très, très capitales. Et avec mon expérience personnelle, parce que moi, je me suis beaucoup plus focalisé sur le trading, où nous avons eu à acheter la crypto d'un peu partout, Ghana surtout, en GHS, en utilisant certains moyens tels que le mobile money, etc., avec MTN Money, Orange Money, ou la Tanzanie, le Congo, vous avez Vodacom, M-Pesa, etc., etc. Donc du coup, je voudrais vous remercier infiniment, remercier vraiment infiniment, mais malgré ma petite expérience ou mon expérience bientôt là de 2 ans, je pense que j'ai toujours dit que j'ai beaucoup de choses à apprendre. J'ai beaucoup de choses à apprendre, telles que le mining, le Bitcoin mining, le Bitcoin holding et le Bitcoin staking, parce que ce sont là les 2 choses que je n'ai jamais eu la chance de faire. Pourquoi? Parce qu'il faut le souligner ici, les amis, le secteur de la crypto-monnaie vous bouffe le temps. Moi, j'ai passé des nuits blanches avec mon petit frère, mon jeune frère de 22 ans. J'ai fait 6 mois devant mon ordinateur, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer où on pouvait dépenser 30 000 Ghana cedis. Du matin jusqu'au soir, vous faites 90 000 Ghana cedis. Donc, ce n'est pas petit à faire. C'est pas petit à faire. Donc, du coup, ça vous bouffe énormément le temps. Ça, monsieur Aliou doit le souligner. Si vous voulez vous investir dedans, sachez que vous devrez nécessairement investir également votre temps parce que c'est très capital. C'est très, très capital. Vous devez rester en veille pour vérifier le prix. Moi, je trade beaucoup plus sur Paxful. Je l'ai fait sur Paxful, ouais. Qui est devenu Noons. Qui est devenu Noons actuellement. Ça veut dire que vous êtes plus trader future. Voilà. Exactement. Et à ce niveau, c'est très compliqué, comme vous l'avez dit. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a, pour les débutants, nous avons quand même des stratégies qui leur permettent de passer moins de temps devant leur ordinateur et de rentabiliser avec des stratégies que toutes les équipes du cabinet VGN établissent pour leur permettre de passer moins de temps devant leur ordinateur, d'investir sur des projets qui sont déjà analysés fondamentalement et techniquement pour leur permettre de placer l'argent sous forme d'épargne ou encore faire du spot trading. Parce que le future trading, je n'aime pas aborder ce domaine parce que c'est très, très professionnel et là, il faut vraiment mettre beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour y arriver. Très exactement. Raison pour laquelle je voudrais rebondir encore pour dire que j'ai beaucoup de choses à apprendre parce que moi, ça m'a pris énormément de temps, vu que c'était pour une entreprise d'un ami qui n'est pas sur place. Du coup, ça nous a pris énormément du temps, mais on continue à apprendre. On continue vraiment, vraiment à apprendre. Sinon, je vous remercie infiniment et je serai très ravi vraiment de continuer à vous suivre, pourquoi pas solliciter vos formations pour pouvoir, n'est-ce pas, utiliser des nouvelles méthodes que je ne connais pas encore parce que je ne peux pas vous mentir, que je ne connais pas encore, mais que je découvrirai avec vous. Ça serait de passage, je salue M. Herman et Mme Dorian. L'incontournable. Merci. Donc, merci pour l'ajout. Comme il a dit, je tiens franchement à le remercier pour le compliment. C'est une activité qui nécessite beaucoup d'investissement, surtout. Je prends Alpha Traoré. Vous ouvrez votre micro. Si vous avez des questions, vous les ajoutez. D'accord. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui. Je suis Traoré Alpha de la Startup Academy Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance d'intégrer la Startup Academy depuis, on va dire, 3 semaines.
Alors, je vous remercie, Monsieur Aliou, pour cette brillante présentation. Vraiment, nous avons, personnellement, j'ai assez appris au niveau de la crypto-monnaie. Ma question est la suivante. Bon, si dès aujourd'hui, moi, en tant que Traoré, je n'ai aucune notion en crypto, disons, à part ce que vous nous avez donné aujourd'hui, comment je peux me lancer dans les investissements de la crypto si dès aujourd'hui, je décide de me lancer dans la crypto? Quelles sont les plateformes vers lesquelles je dois me rediriger, etc., etc. Quelles sont les étapes que vous me proposez pour pouvoir me lancer dans l'aventure de la crypto-monnaie? C'était ma question. Merci beaucoup. Merci pour la question. C'est très simple. Aujourd'hui, pour te lancer, même si tout à l'heure tu veux te lancer, moi, l'unique conseil que je vais donner, et ça, c'est valable pour tout le monde, franchement, commencez par investir dans votre formation. Commencez par investir dans votre formation. Achetez-vous une bonne formation, qu'elle soit en ligne ou en présentiel. Achetez-vous une formation. Ayez un coach, ayez quelqu'un qui va vous suivre au quotidien, quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience et quelqu'un qui consacre vraiment son temps à cette activité-là pour t'amener d'un point A à un autre point B avec des stratégies bien définies. Et aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de mettre en place au cabinet Vision Globale du Numérique. Donc, vous êtes au bon endroit puisque vous êtes membre de la startup. Voilà, vous avez les représentants des pays, vous pouvez prendre contact avec eux ou rapidement rentrer en contact avec nous. Je pense que ça serait fait. D'accord. Oui, Mario Baté, je vous prends dans l'ordre, hein, s'il vous plaît, vous m'excusez. Oui. Merci tout le monde. Merci aux formateurs pour l'éclaircissement. Et surtout, moi, je voulais que vous essayiez de remettre la possibilité que le... On ne t'entend pas, tu as besoin de micro, il faut régler ça, tu nous reviens. Je prends, il faut fermer ton micro, tu règles ça, tu nous reviens. Jusqu'à BG. Ah, merde. Alors, micro, je suis Traoré. Jusqu'à BG. Ouvrez votre micro. Bon, il n'est pas là. Bonsoir, je suis là. Bonsoir, monsieur Alioum, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et c'est un plaisir de partager ce message avec vous. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, d'accord. Moi, j'ai une question. En fait. Monsieur Alpha Traoré, fermez votre micro, s'il vous plaît. Oui, j'ai une question. D'accord. Ma question, vous savez, moi, je fais plus dans la rédaction des objectifs. Ça veut dire que lorsque je vais, par exemple, suivre un processus, une formation ou quelque chose de particulier, je définis d'abord les objectifs, ça y est, la cible que je veux atteindre, où est-ce que je veux aboutir, qu'est-ce que ça va me rapporter et tout et tout. Moi, j'ai une question au regard de tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Oui. Quel est le plan stratégique en termes d'objectifs que vous pouvez conseiller à un jeune qui ne s'y connaît pas? Quand je parle de jeunes dans le secteur de la crypto-monnaie. Parce que c'est en réalité un sujet qui me passionne, mais chaque fois, je ne me suis pas encore réellement donné à cela. Oh, qui a son micro ouvert là? Je pense que c'est Traoré. Oui, je vous écoute. Oui, donc ma question est celle-ci, s'il vous plaît. Comment est-ce que je peux faire... Comment est-ce que je peux faire justement pour pouvoir définir un plan de formation étape par étape, ou commencer jusqu'à atteindre l'objectif final de devenir un expert? Ok, super. Merci pour votre question. Premièrement, comme je l'ai dit, tout part d'une passion. Et la passion, vous l'avez déjà. Ensuite, il faut lier à la passion des connaissances certaines. Autrement dit, comme je l'ai dit aussi précédemment pour Alpha, il faut vous chercher une très bonne formation. Et aujourd'hui, cela va vous permettre non seulement de connaître votre profil d'investisseur, quelles sont quelles sont vos attentes, quel est votre objectif. Vous devez être capable de définir tout ça là. Une fois que ceci est défini, par exemple, quelqu'un peut dire, moi je vais être crypto-millionnaire d'ici 2030. Maintenant, d'ici 2030, tu te poses la question, comment je dois faire pour être crypto-millionnaire d'ici 2030? Et là, tout part d'une formation. Et au bout de la formation, maintenant,
tu vas aller étape par étape. Parce que dans cet écosystème, il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux de formation qui te permettent de sortir professionnel. Et aujourd'hui, au cabinet, nous avons quand même un parcours professionnel qui va te permettre sur 12 mois, sur 10 mois de sortir professionnel, tout en réalisant des profits. Depuis chez toi, je dis bien, depuis chez toi, tu ne vas jamais donner ton argent à qui que ce soit pour qu'il réalise l'investissement à ta place. Depuis ta maison, tu fais ton investissement, tu le suis, tu achètes des pièces de fort potentiel et à partir de là, tu réalises tes profits. Donc, tout part d'une bonne formation, d'initiation aux intermédiaires, au niveau professionnel. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent dans la crypto si vous décidez de court-circuiter, c'est-à-dire que le côté formation. Déjà, pour vous-même, ça vous permet de voir clairement dans quoi vous avancez. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci, c'est bon. Merci, la réponse est OK. Donc, je pense que s'il y a des informations ou des besoins supplémentaires, je rentrerai en contact avec vous pour qu'on puisse justement planifier un plan et un programme de formation vraiment adapté. Merci. Super, ça marche. Nous sommes disponibles. Young Boy, on va faire vite. Oui? Young Boy, ouvrez votre micro. Bon, il n'est pas là. On passe à Ben Onyakitan. Vous ouvrez votre micro, vous posez votre question. Alors, bonsoir. Oui. C'est Benjamin Onyakitan. Moi, ce n'est pas pour poser une question, mais... Non, Yambo, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Alors, moi, ce n'est pas pour poser une question, mais oui, c'est pour parler un peu de comment je compte utiliser la blockchain. J'ai déjà eu à discuter avec des professionnels de la blockchain un peu dans le monde et puis tout ça. Et je pense que normalement, c'est faisable. Mais j'aimerais encore votre point de vue dessus. Alors, déjà, nous sommes en train de lancer une marque de vêtements, moi et deux de mes associés. Yamin Ulrich, normalement, pour la marque de vêtements. Et sur la marque de vêtements, il y aura un accessoire. Un accessoire, par exemple, sur les pulls des vêtements, il y aura quelque chose qui s'appelle un scratch qu'on peut retirer et qu'on peut changer. Là-bas, on est en train de répondre à un besoin écologique. Ce qui fait que tu n'as pas besoin d'acheter 40 000 pulls pour pouvoir porter différemment le pullover et puis tout. Tu achètes un seul pull, tu changes juste les scratchs. Les scratchs, ce sont des œuvres d'art qu'on met sur le pullover, par exemple. Ça sous forme d'NFT? Oui, sous forme d'NFT. Oui. Maintenant, ces œuvres d'art-là, exactement comme vous l'avez dit, sous forme d'NFT, ces œuvres d'art-là sont forcément liées à, comment ça s'appelle, un droit d'auteur. Oui. Ce que nous voulons faire avec les droits d'auteur maintenant, c'est que tu as la possibilité, d'abord, notre marque de vêtements, tu n'es pas seulement acheteur. Tu n'es pas seulement acheteur chez nous, mais tu peux vendre. Quand je dis que tu peux vendre, genre tu peux gagner. Tu peux gagner comment? En créant sur notre site internet, tu crées des scratchs que toi aussi tu essaies de vendre. Ces scratchs que tu essaies de vendre, en fait, seront mis dans une blockchain. Oui. Ce qui fait que si, comment on appelle, tu arrives à atteindre un niveau de vente élevé, les gens demandent beaucoup ton scratch et puis tout ça, ça fait que ça fait monter la valeur de tes scratchs. Bien sûr, nous avons une part à gagner et puis tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Oui, je comprends. C'est un peu comme des NFT. Ces scratchs-là augmentent en valeur. Maintenant, juste, les scratchs zéro, les premiers scratchs seront seulement pour les investisseurs, ceux qui vont partir avec nous sur le projet au départ. Oui. Ces scratchs zéro-là permettent, par exemple, supposons qu'au départ, les scratchs zéro, ça coûte seulement 10 €.
lorsque la marque est en train d'évoluer, parce que nous visons bien loin quand même, lorsque la marque est en train d'évoluer, bien sûr que comment dire, les scratch 0 évoluent aussi bien que la marque en fait, puisque c'est eux qui ont permis l'installation de la marque au départ. Et ces scratchs-là permettent par exemple de venir à des galas que nous organisons, à des événements à travers le monde et puis tout ça, ce qui fait que ça fait grandir la valeur du token en fait, si je peux l'appeler comme ça. Ça fait grandir la valeur. Donc toi, qui est nouveau dans la marque, tu viens, tu crées ton scratch avec un design particulier, les gens l'aiment et puis tout ça, ça fait grandir aussi. C'est que tout le monde est gagnant un peu. On est ça dans la blockchain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Bon, à ce niveau, la blockchain va vous permettre tout simplement de... La blockchain va vous protéger en tant qu'auteur de votre marque, parce que personne ne pourra l'utiliser sans vous payer, les droits d'auteur. Maintenant, si vous voulez que ça soit un token, c'est que ce token-là doit être listé sur un marché. Ce marché peut être public ou voilà, un marché public sur lequel les gens viendront acheter et vendre, c'est-à-dire ce truc. Maintenant, vous devez créer aussi la version physique de la chose, parce qu'il faut coller ça sur le pullover. Oui, c'est une version physique. Exactement. Et à ce moment-là, vous avez vraiment besoin de développer beaucoup de choses, surtout côté marketing, parce que un token ne prend pas de la valeur. Un token n'a jamais une évolution uniquement croissante. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et ici, il faut vraiment tenir un langage assez clair aux investisseurs, parce que lorsque vous visez loin, il faut aussi voir que les strikes 0 qui valent 10 euros peuvent valoir un jour 3 euros. Oui. 3 euros. Donc tout ça là, il faut vraiment définir tous ces paramètres là pour que votre discours devant les investisseurs soit clair. Et là, vous devez vraiment comprendre comment marque ou comment fonctionnent les crypto-monnaies. Et voilà, tout l'écosystème. Le marché des NFT, sur quel marché vous allez partir? Est-ce que c'est les tokens? Est-ce que c'est les NFT? Est-ce que c'est... Donc tout ça là, vous devez clairement voir et choisir la technologie adaptée à ce que vous voulez faire. Et maintenant, là, vous aurez besoin clairement des entrepreneurs. Ici, nous avons vu quelques types au niveau du marketing pour que votre produit soit connu. Est-ce que donc vous avez aussi besoin d'une stratégie de communication? À ce moment-là, je vais vous diriger vers M. Herman, qui est spécialiste en la matière au niveau de la Startup Academy, pour clairement définir tout un écosystème pour vous permettre de sortir. Sinon, ce n'est pas aussi facile que ça, mais vous avez des idées assez innovantes. Moi, c'est la première fois d'entendre cette possibilité. Pourquoi pas? Super. Donc, je vais prendre Laboré Agbetiassi. Nous avons encore 15 minutes. Sinon, c'est 10 minutes. Oui? Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Agbetiassi Koto Laboré. De base, je suis développeur full stack et avec le temps, compte tenu de la passion pour la blockchain, donc je me suis formé en développeur blockchain grâce à Udemy, Linkit, Alchemy University, Learning DAO. Je n'ai pas pu faire la formation à l'ISA compte tenu du mais j'ai fait certaines formations que j'ai eu à déjà payer. Et même j'ai fait la formation, la blockchain et là aussi. Donc, concrètement, je voulais faire un apport au niveau de l'avant-dernière personne qui a eu à poser sur la question de comment faire une stratégie objective. Donc, je vais juste faire quelques apports à mon niveau. Donc, premièrement, il est important de suivre une formation. Ça, c'est nécessaire. Donc, après avoir fait des formations et des recherches, il faut définir une stratégie. Et après tout, il faut la sécurité et la gestion des risques. Donc, sur le point 4, il faut faire une suivi de toute son stratégie, comment il investit et l'évolution, sur l'évolution concrète de comment il a mis son stratégie en place et les risques. Et le cinquième point qui est
un peu important, mais certaines personnes négligent, c'est de participer à la communauté. Il faut toujours participer à tous tes projets dans lesquels tu as investi. Il faut suivre cette communauté-là, interagir avec la communauté pour savoir quelles sont les nouveautés, comment prendre les reculs, etc. Maintenant, pour le frère qui vient de passer, je préfère qu'il fasse un business plan de son projet. Le plus important, c'est le business plan. Et pourquoi pas un roadmap du projet concret. Donc, grâce à ces 2 points, ils seront là où ils vont aller et comment prendre le chemin pour arriver. Et en même temps, il sait que à ce point-là, j'ai besoin de contacter ce monsieur pour qu'il intervienne sur mon projet ou bien qu'il m'aide sur le projet, ainsi de suite. Maintenant, je vais poser ma question. Concrètement, à part l'information qu'on fait tous les temps pour propager la blockchain autour de l'Afrique, etc., les défis que la blockchain a pour l'Afrique, je pose toujours cette question à tout le monde. J'aime qu'on réfléchisse à résoudre ces défis-là. Quand je vois quelqu'un, j'aime lui poser cette question parce que c'est très primordial. On doit apporter quelque chose de l'écosystème blockchain pour l'Afrique concrètement. Donc, si je prends le cabinet VGN actuellement, si je prends la Startup Academy, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'écosystème blockchain, à part l'information ou bien la propagation qu'on fait de la blockchain ou bien de l'écosystème blockchain? Avant de vous laisser à répondre à cette question, principalement, actuellement, je suis en train de mettre en place une plateforme de formation dans le domaine de la blockchain qui serait un e-learning. Et pourquoi pas l'implémenter dans les universités? Et sans vous mentir, c'est pas une petite affaire. Il a déjà envoyé certaines lettres, déjà à Binance et certaines personnes. Donc, pour l'instant, je peux dire que c'est un bâton que je vous envoie de réfléchir sur l'apport qu'on peut apporter dans l'écosystème blockchain pour l'Afrique concrètement. Donc, ça me ferait plaisir si on arrive à réfléchir tous ensemble sur cette problématique ou bien ce défi-là pour tout le continent. Merci. Ok, super. Merci déjà pour ton appui. Au niveau des défis, les défis sont énormes. Et le tout premier défi, c'est l'information. Le tout premier défi, c'est que beaucoup de personnes puissent avoir la bonne information et que lorsque les gens ont la bonne information et ils comprennent clairement que on n'a pas encore exploité les 1/10 du potentiel de la blockchain. Je pense que chacun mettra ses compétences et ses connaissances dans cet écosystème-là pour l'avancer. Mais s'il n'y a pas une bonne information, s'il n'y a pas les bases, je pense qu'on ne peut pas sauter, aller sur les développements, alors que ceux qui doivent utiliser clairement ce que nous allons mettre en place n'ont pas les bases nécessaires. C'est pourquoi, par exemple, au cabinet, nous faisons de l'éducation, nous faisons de la formation de base, un pilier, parce que lorsque la base est bien formée, la base a la bonne information, quelles qu'en soient les applications que les gens mettront sur la blockchain, les gens pourront l'utiliser facilement. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien à quelqu'un qui ne sait même pas comment une crypto-monnaie est créée, comment une blockchain peut être utilisée dans son travail. Lui demander de développer une application. Quand il développe l'application, qui va l'utiliser? Celui qui va utiliser cette application, est-ce que la personne a des notions de base? Si la personne n'a pas les notions de base, je pense qu'on ne peut pas y aller. Donc, le défi actuellement, c'est quoi? C'est d'aller de formation en formation, d'information en information, pour permettre à beaucoup de personnes d'avoir un cadre dans lequel, ou bien des personnes ressources qui peuvent vraiment suivre les gens et derrière essayer de voir. Donc, c'est ce que moi je peux dire. L'écosystème est fragile et on ne peut pas clairement sauter les étapes. Si on saute les étapes à un moment donné, ça veut dire qu'on verra qu'on n'a rien construit de bon. On n'a rien construit de bon. Et aujourd'hui, à la Startup Academy, c'est un cadre, moi j'ai trouvé assez correct, assez qui véhicule beaucoup de valeurs et beaucoup de connaissances,
dans lequel nous tous nous pouvons nous retrouver et avec des séances de formation et de coaching de différentes personnes, on peut arriver à sortir quelque chose. Parce que l'autre défi, c'est que chacun veut aller évoluer seul. Chacun veut être directeur général, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors qu'en se mettant ensemble, comme l'a dit au départ Madame Ghislaine, on peut construire quelque chose. Donc moi, j'invite tous ceux qui sont là, qui ne sont pas encore membres de la Startup Academy, de prendre leur inscription et après, essayer de discuter avec tout ce que vous aurez accès au docteur Claudel et lancer votre projet qui sera consulté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les défis sont énormes, mais déjà apportons la bonne information et la bonne formation à la base pour que les gens puissent s'en sortir. Je prends une dernière question. Je prends M. Koubou et après, je laisse la parole à Ghislaine qui va conclure la séance. M. Koubou, vous avez la parole. Vous ouvrez votre micro. Alors, merci beaucoup, patron, et merci à tous pour la présence. Je vais revenir sur la demande de M. Laboré, je crois. Oui. Alors, en termes d'apport, les communautés, que ce soit VGN, que ce soit la Startup Academy, que ce soit la plateforme de e-learning que vous voulez mettre sur place, ou que ce soit n'importe quelle initiative sur le continent, comme M. Aliouawade venait de le dire, la première des choses d'abord, il faudrait que les populations soient éduquées, c'est-à-dire l'Afrique soit éduquée sur la nécessité de la blockchain, l'information, la bonne information. Maintenant, après, il faut comprendre, il faut en fait faire comprendre aux gens derrière que la réalité, c'est que la blockchain n'apporte rien de nouveau. C'est juste une transition. La blockchain va juste nous permettre d'aller vers un monde beaucoup plus sûr, où la censure sera bannie, où la valeur est partagée et où tout est en fait décentralisé. En fait, l'individu est maintenant au centre de tout ce qui se fait et non pas que le pouvoir de l'individu se trouve dans les mains de quelqu'un. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Dès lors qu'il y a des ingénieurs, il y a des développeurs et tout cela, c'est juste qu'on va muter les services déjà existentiels vers la blockchain. Par exemple, si je prends mon pays, le Togo, le gouvernement va juste muter la CET sur la blockchain. Le gouvernement va muter seulement la T2 sur la blockchain. Si je prends par exemple CCT Batimat de chez moi, qui est la plus grosse société de quincaillerie au pays, eux, ils vont juste migrer maintenant vers la blockchain. Et maintenant, ils ont la certitude que en allant vers la blockchain, les clients qui viendront pour les opérations d'achat-vente savent comment ça fonctionne. Et donc, ils ne vont pas tâtonner quand il s'agira d'interagir avec cette infrastructure-là. Donc voilà, aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'abord former. Que les gens enlèvent de la tête, parce que c'est une nouvelle chose, que les gens enlèvent de la tête que c'est de l'arnaque, parce que peut-être une fois ils ont été arnaqués dans un coin du quartier, etc., que ce n'est pas de l'arnaque. Et maintenant qu'ils savent que ce n'est pas de l'arnaque et que c'est un monde nouveau qui nous tend la main, on saisit ce monde-là et après, on fait usage de toutes les possibilités qu'il nous offre. Donc voilà ce que je peux vous dire à propos de votre question. Et voilà, quelqu'un aussi, je pense c'est Gis KBG qui avait posé la question de savoir définition d'objectifs, stratégie, tout ça là. C'est juste que vous prenez une formation et dans votre formation, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites d'abord une consultation. C'est dans la consultation vous exposez vos besoins. Vos besoins. C'est en rapport avec vos besoins que les objectifs seront définis et un cadre adapté sera défini pour votre accompagnement vers l'expertise que vous voulez. Maintenant, bien entendu, je vais vous dire que ce monde n'a pas trop d'experts en ce moment parce que justement, il est trop jeune et il n'y a que des gens qui se défendent pour le moment à lui donner parce que la blockchain ne s'est même pas encore vraiment déployée. Donc, les experts pointus, on n'en a vraiment pas encore en tant que tel. Voilà ce que je peux donc... c'était des apports de ce genre. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses. Merci. Merci beaucoup. Franchement, c'est complet et merci. Je tiens à dire que c'est le patron d'information au cabinet et il a tout dit. Il n'y a pas encore d'experts sur le continent. C'est parmi nous.
que nous devons faire émerger les patrons pour pouvoir donner l'aspect que la blockchain mérite. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais passer la main à Madame Ghislaine et elle va clôturer. Je vous invite une fois encore. La Startup Academy, c'est un cadre conçu pour nous, jeunes entrepreneurs. Nous devons y être, apprendre des uns des autres pour construire une jeunesse africaine gagnante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Aliou. Est-ce qu'on peut applaudir? Je veux voir les émoticônes d'applaudissements. Là, monter, là, tout de suite. Merci. Je veux voir tout le monde. Je vois encore une seule main. Je veux voir des émoticônes. Merci. Ça veut donc tout simplement dire que vous avez pu réaliser l'objectif que les membres attendaient. Cet objectif qui était de satisfaire et de répondre à leurs attentes. J'ai pu voir qu'il y a plein de personnes qui ont appris, y compris moi-même, parce que moi, je suis encore perdue dans ce domaine-là complètement. Donc, n'hésitez vraiment pas à multiplier des séances telles que celle-ci, pour que les gens puissent avoir la bonne information. Oui, des fois, il faut la bonne information dans ce qui se passe pour que les Africains puissent savoir. Ce n'est pas évident. Et avec tout ce qui se passe avec la NAC, vraiment, on bouche les oreilles, on fait. Et pendant ce temps, on perd de l'argent. Pourtant, au jour d'aujourd'hui, il nous faut de l'argent. Comment on va challenger avec les Chinois, les Américains? Comment on va challenger avec tous ces autres pays-là si il nous manque de l'argent? Donc, merci de partager les informations, des contenus pareils. Normalement, ce sont des contenus où il devrait y avoir plus de personnes que ça. Mais c'est toujours bien de commencer quelque part. Donc, merci et merci à toutes les personnes que tu as pu inviter chez nous aujourd'hui pour venir voir plus ou moins ce que c'est que la Startup Academy. Donc, comme on le disait, la Startup Academy, c'est cet environnement-là, cette association qui permet justement à tout le monde de se sentir bien là où on parle d'argent et de business. C'est vrai, l'écosystème n'est pas toujours facile, mais un minimum, on est là, on est ensemble. On sait que désormais, si on veut parler des crypto-monnaies, maintenant, moi, dans mon esprit, si je dois réfléchir par quatre chemins ou 10, je disais que je dois aller voir Monsieur Aliou pour qu'il m'explique bien ce que c'est que cette chose. Donc, c'est comme ça que ça se passe chez nous à la Startup Academy. Chacun vient avec un domaine précis dont il maîtrise et il enseigne cela aux autres et ensemble, on se crée des partenariats, on se soude les mains et on continue, on avance. Donc, nous vous disons merci, surtout tous les membres qui sont membres adhérents de la Startup Academy. Nous vous prions d'être là à l'heure, demain, à 21h. Il y en a qui confondaient encore 21h, heure du Cameroun, ça veut dire 20h pour les gens de l'Afrique de l'Ouest. 20h pour l'Afrique de l'Ouest. Il y aura la formation avec le docteur Claudel, qui aussi est tout autant intéressant. Anticiper avec les problèmes quand on est en train de lancer sa structure. On sait que ce n'est pas évident quand on est débutant là. On veut faire, mais ce n'est pas facile. Comment on fait pour faire